Je m'appelle Julien. J'avais 17 ans la nuit où ma famille a décidé que la maison valait plus la peine d'être sauvée que moi. Les alertes d'ouragan de catégorie 4 hurlaient sur tous les téléphones du comté depuis 2 jours d'affilée. Évacuation obligatoire. Tandis que nos voisins scotchaient frénétiquement les fenêtres et fourraient des vêtements dans des sacs poubelles, ma mère a pris les clés de notre dernière voiture disponible. Elle m'a regardé, debout là avec nos 2 chiens et un vieux chat gris, et m'a dit que quelqu'un devait rester pour surveiller la maison parce que les voleurs aimaient les propriétés vides. Mon père a même porté de lourdes planches de contreplaqué jusqu'à la fenêtre de ma chambre et l'a clouée de l'extérieur. Quand je lui ai demandé pourquoi il m'enfermait tout en disant à tout le monde de monter dans la voiture, il m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit que c'était pour que je n'ai pas d'idée. Une fois que le vent serait mauvais. Ils ont même coupé le disjoncteur principal. Et coupé le courant avant de partir, me laissant dans le noir total. Mais il y a un détail majeur qu'ils ne savaient pas. Ils pensaient être les rois de ce château. Ils ne savaient pas que la maison appartenait légalement à mon grand-père Harrison. Et ils ne savaient certainement pas que des années plus tard, une clause d'héritage stricte ferait de moi le seul propriétaire du toit. Même au-dessus de leur tête. En ce moment, mon téléphone explose avec 53 appels manqués et des messages textes frénétiques me suppliant de faire preuve de miséricorde. Avant de vous dire exactement comment j'ai légalement démantelé leur vie et les ai expulsés de leur propre délire, cliquez sur le bouton j'aime si vous croyez en la vraie justice et laissez un commentaire pour me dire d'où vous regardez aujourd'hui. Votre soutien signifie tout. Maintenant, revenons à l'endroit où ce cauchemar a vraiment commencé. C'était un mardi matin. Lorsque mon téléphone a commencé à devenir fou. J'étais debout dans ma cuisine à Raleigh, me versant une tasse de café frais, et écoutant le doux bourdonnement du réfrigérateur. C'était un environnement parfaitement calme, parfaitement contrôlé. Mon environnement. Puis l'écran sur le comptoir s'est allumé et il ne s'est pas arrêté. BZZZ, BZZZ, BZZZ. Je l'ai pris et j'ai vu les notifications défiler sur l'écran. 53 appels manqués. Mon père, Arthur, avait laissé 4 messages vocaux. Ma mère, Eleanor, avait envoyé une série de messages tellement longs qu'elle ressemblait à un roman. Mon frère aîné, Sébastien, l'enfant prodige lui-même, avait essayé de m'appeler via 3 applications différentes. J'ai pris une longue gorgée de mon café et j'ai ouvert les messages. À 7h30, mon père a écrit « Julien, s'il te plaît, arrête. Ne fais pas ça. Nous pouvons en parler comme des hommes. » À 8h15 de Sébastien, tu détruis la famille pour un malentendu. Réponds au téléphone. Tu ruines tout. À 9h30 de ma mère, Julien. Mon bébé, nous avons eu tort. Nous étions si stressés. S'il te plaît. Pardonne-nous. La tension artérielle de ton père est au plus haut. Ne nous jette pas dehors. J'ai fixé les mots, mon bébé. La pure audace de cette phrase m'a presque fait éclater de rire. Cette femme ne m'avait pas appelé son bébé depuis le jour de la naissance de Sébastien. J'ai posé le téléphone, j'ai pris mes clés. Et je suis sorti vers mon camion. Je n'ai pas répondu. Le silence est une arme. Et j'avais passé des années à l'aiguiser. Le trajet de retour vers ma ville natale côtière a duré environ 3 heures. Alors que je roulais sur l'autoroute. L'odeur des pins a finalement cédé la place à l'odeur métallique et piquante de l'eau salée et de la pluie imminente. C'est drôle comme un endroit peut contenir autant de beauté et autant de poison en même temps. Plus je me rapprochais de la limite du comté, plus les souvenirs commençaient à griffer l'arrière de mon esprit. Je ne rentrais pas pour me réconcilier. Je rentrais pour faire appliquer un mandat légal. J'avais des papiers sur mon siège passager qui étaient plus lourds que n'importe quel bagage émotionnel qu'il pourrait me lancer, un contrat signé, un bail légalement contraignant,
des preuves de multiples violations. J'avais passé toute ma vie d'adulte à apprendre les langages complexes de l'immobilier, de la conformité aux assurances et du droit immobilier. Je savais exactement comment naviguer dans un procès, comment rédiger un avis d'expulsion et comment dépouiller de leur fausse autorité les personnes qui comptaient sur l'intimidation. Mon père a toujours pensé que sa voix forte était le pouvoir. Il était sur le point d'apprendre que le vrai pouvoir est silencieux. Le vrai pouvoir est imprimé sur du papier filigrané, soutenu par un juge de comté. Alors que je passais devant l'ancien panneau de Bienvenue de notre ville, ma poigne sur le volant s'est serrée d'une fraction. Je me dirigeais vers l'endroit même où ils avaient essayé de m'enterrer. Mais, cette fois, j'avais apporté l'appel. Laissez-moi vous ramener à mon enfance. Pour vous montrer exactement pourquoi je n'ai pas ressenti une seule goutte de pitié pour les gens paniqués à l'autre bout de mon téléphone. Grandir dans le foyer des Collins, ce n'était pas comme grandir dans une maison. C'était comme vivre une évaluation de performance d'entreprise continue où les mesures étaient truquées dès le départ. Mon père, Arthur, était un homme qui adorait sa propre image. Il travaillait comme cadre supérieur dans une entreprise de logistique régionale, un emploi qui lui donnait juste assez d'autorité pour le rendre insupportable. Il portait des costumes un peu trop élégants pour notre quartier. Et parlait d'un ton tonitruant et définitif qui défiait quiconque de le contredire. Il traitait notre famille comme ses employés personnels. Ma mère, Eleanor, était son parfait homologue. Elle faisait du bénévolat pour toutes les ventes de pâtisseries de l'appel, organisait les réunions de l'association de propriétaires du quartier, et s'assurait d'être très visible à chaque dîner de Thanksgiving au centre communautaire. Pour le monde extérieur, c'était une sainte. Elle avait cette voix douce et posée qu'elle utilisait exclusivement pour les étrangers. Mais à huis clos, son empathie s'évanouissait. Et puis il y avait Sébastien, mon frère aîné de 2 ans. Sébastien était l'investissement dont il se souciait vraiment. C'était l'athlète, le charmeur, l'enfant au sourire facile qui n'avait jamais à faire face à une conséquence. Si Sébastien voulait quelque chose, les fonds apparaissaient comme par magie. Quand il a eu 16 ans, ils ont puisé dans un fonds universitaire qu'il prétendait être serré pour lui acheter un camion d'occasion immaculé. Quand j'ai demandé des leçons de conduite, mon père m'a dit que marcher forgeait le caractère. La disparité n'était pas seulement dans les grandes choses. Elle était tissée dans le tissu de chaque jour. Si Sébastien ramenait un C à un examen de mathématiques, ma mère lui frottait les épaules et disait que le professeur était trop dur. Quand je ramenais des A, mon père regardait à peine son journal financier et disait « C'est exactement ce que j'attends de toi. N'attends pas une parade. » J'étais le fantôme de ma propre maison. J'ai appris très tôt que mes besoins étaient une gêne et mon existence une légère irritation. Pour aggraver les choses, ma tante Béatatrice vivait avec nous. Elle a emménagé dans notre chambre d'amis quand j'avais 12 ans après un divorce houleux, affirmant qu'elle n'avait besoin que de quelques mois pour se remettre sur pied. Des années plus tard, elle était toujours là, ne contribuant en rien au prêt hypothécaire, mais offrant un flot incessant d'opinions non sollicitées. Tante Béatatrice adorait Sébastien. Elle l'appelait son beau prince, mais elle me regardait comme si j'étais une tache sur la fenêtre. Elle avait l'habitude de dire à ma mère assez fort pour que je l'entende depuis la cuisine, Julien a une énergie si difficile, Eleanor. Il a toujours l'air si calculateur. Je n'étais pas calculateur. Je survivais juste. Je regardais. J'apprenais. Le seul refuge que j'avais, la seule lueur de chaleur authentique dans toute mon existence était mon grand-père Harrison. Il vivait à environ 20 minutes de là dans une vieille maison abîmée par les intempéries. Juste près du littoral. Grand-père Harrison ne se souciait pas du statut de quartier ou de la politique de l'association de propriétaires.
C'était un homme. De la marine à la retraite qui sentait la sueur de bois et l'allspice. Grand-père Harrison voyait clair à travers mes parents. Il ne les confrontait jamais ouvertement. Il était trop stratégique pour cela. Mais il s'assurait que je sache que je n'étais pas fou. Quand mes parents oubliaient de me laisser à dîner parce qu'ils avaient emmené Sébastien célébrer une victoire sportive. Mineur, grand-père Harrison arrivait soudainement dans notre allée avec une boîte de pizza chaude, affirmant qu'il en avait commandé trop et qu'il avait besoin d'aide pour la manger. C'est lui qui m'a appris à conduire sa vieille Ford sur le parking vide de l'église. C'est lui qui m'a écouté parler de ma fascination pour les bâtiments, l'architecture et la façon dont les choses étaient assemblées. Je me souviens d'un après-midi précis, assis sur son Porsche. J'avais 15 ans et je venais d'apprendre que mes parents réaffectaient le peu d'argent de mon fonds universitaire pour aider à payer les frais de scolarité de Sébastien à l'extérieur de l'État. J'étais anéanti. Je me sentais totalement inutile. Grand-père Harrison m'a tendu un soda froid, s'est assis dans sa chaise à basculer à regarder l'océan. Julien, a-t-il dit, sa voix rauque mais incroyablement stable. Écoute-moi attentivement. Ne supplie jamais les gens de te voir quand ils se sont entraînés à regarder ailleurs. Tes parents sont aveugles à toi par choix. Tu ne peux pas réparer leur vision. J'ai regardé mes chaussures. Alors qu'est-ce que je fais, grand-père? Je disparais? Non, dit-il sèchement. Tu te construis toi-même. Tu étudies. Tu apprends comment le monde fonctionne réellement. L'argent, les contrats, l'immobilier, le droit. C'est le vrai langage du pouvoir. Ils te traitent comme si tu n'étais rien parce que tu dépends d'eux. La minute où tu as tes propres fondations, leurs opinions deviennent un bruit de fond. Cette conversation a changé toute la trajectoire de ma vie. J'ai cessé d'essayer de gagner leur affection. J'ai cessé de me disputer avec tante Béatatrice. J'ai traité ma maison comme une caserne temporaire. J'ai consacré toute mon énergie à mes notes, visant d'énormes bourses d'études. Je voulais une carrière qui s'occupe de faits concrets, de documents incontestables et de règles précises. Je pensais pouvoir me contenter de garder la tête baissée jusqu'à l'obtention de mon diplôme. Je pensais que si je ne me mettais pas en travers de leur chemin, je pourrais tranquillement endurer les 2 années suivantes. Je pensais savoir exactement à quel point mon père pouvait être cruel et à quel point ma mère était indifférente. Mais les bulletins météorologiques de la fin août de ma première année de lycée ont prouvé que je n'avais absolument aucune idée de ce dont il était vraiment capable. Le ciel est devenu d'un violet contusionné. Nauséabond un jeudi. Les chaînes d'information locales suivaient l'ouragan Isabella depuis une semaine. Au début, ce n'était qu'une dépression tropicale. Quelque chose à quoi nous étions habitués sur la côte. Mais en se déplaçant sur des eaux chaudes, elle a explosé en un monstre de catégorie 4. Les avertissements sont passés de « Préparez vos maisons » à « Évacuation obligatoire ». Notre ville est entrée dans une frénésie. Les étagères de Walmart ont été dévalisées en quelques heures. Les stations-service avaient des files d'attente s'étirant sur des kilomètres. L'air lui-même semblait épais, lourd de la promesse terrifiante de destruction. À l'intérieur de notre maison, c'était le chaos le plus total. Mon père aboyait des ordres, fourrant des documents importants dans un coffre-fort étanche. Ma mère emballait frénétiquement des valises avec ses meilleurs vêtements et bijoux. Sébastien chargeait ses consoles de jeux et ses baskets coûteuses dans le coffre du SUV de mon père. Tante Béatatrice hurlait à propos de ses nerfs délicats, serrant un sac de ses produits de soins coûteux. Je faisais aussi mes valises. J'avais un petit sac de sport avec quelques vêtements de rechange, une lampe de poche et mes livres scolaires. J'avais aussi 3 grands sacs de croquettes et une cage prête pour
nos 2 golden retrievers et le vieux chat de grange qui dormait dans la buanderie. J'ai traîné les fournitures pour animaux dans le couloir. On prend ma voiture ou le SUV, j'ai demandé, supposant que nous ferions la caravane hors de la ville. Ma mère s'est arrêtée au milieu du couloir. Elle a regardé la nourriture pour chien, puis m'a regardé. Son expression était complètement vide. Nous n'emmenons pas les animaux, Julian. L'hôtel à 3 comtés de distance n'accepte pas les animaux, et de toute façon, nous n'avons pas de place dans les voitures. J'ai gelé. Nous ne pouvons pas les laisser ici dans un ouragan de catégorie 4. La montée des eaux pourrait inonder le rez-de-chaussée. Ils se noieront. Mon père est entré dans le couloir, essuyant la sueur de son front. Ce sont des animaux. Ils ont des instincts. Ils survivront. Nous devons partir maintenant. Alors je resterai avec eux, j'ai dit, les mots s'échappant de ma bouche avant que je ne puisse les traiter. Je m'attendais à ce qu'ils discutent. Je m'attendais à ce que ma mère allait et dise qu'elle ne laisserait jamais son fils derrière. Je m'attendais à ce que mon père me force à monter dans la voiture. Au lieu de cela, ma mère a regardé mon père. Tu sais, Arthur, quelqu'un devrait probablement surveiller la maison. Tu as vu les nouvelles. Les pillards vont frapper les quartiers vides après que le vent se soit calmé. Mon estomac s'est noué. Le sol semblait penché. Elle ne discutait pas avec moi. Elle était d'accord avec l'idée de laisser son fils de 17 ans sur la trajectoire d'un ouragan mortel pour servir de caméra de sécurité humaine pour ses meubles. Maman, j'ai murmuré. Sébastien m'a poussé avec une autre boîte. Mec, ne sois pas dramatique. C'est une maison solide. Reste juste au 2e étage si de l'eau entre. Mon père ne m'a pas dit un mot. Il est allé au garage et est revenu avec une lourde feuille de contreplaqué et son pistolet à clous. Il a marché dans ma chambre. Je l'ai suivi, confus et soudainement terrifié. Qu'est-ce que tu fais? J'ai demandé. Il n'a pas répondu. Il a ouvert la fenêtre de ma chambre, a glissé le contreplaqué contre le cadre extérieur, et a commencé à tirer des clous dans le bois. Le son a résonné comme des coups de feu dans la pièce vide. Papa, arrête. Qu'est-ce que tu fais? J'ai crié, saisissant son bras. Il m'a repoussé si fort que j'ai trébuché sur mon bureau. Il s'est tourné vers moi, le visage masqué par une autorité froide. Je barricade ça de l'extérieur, a-t-il dit, sa voix terrifiante de calme. Pour que tu n'aies pas d'idée héroïque de te promener une fois que le vent sera mauvais. Tu restes à l'intérieur. Tu surveilles la propriété. Il est sorti, me laissant debout dans la pénombre soudaine et suffocante de ma chambre. Barricadé. J'ai couru à la porte d'entrée. Les voitures roulaient déjà. Tante Béatatrice était sur le siège passager de la voiture de mon père, se plaignant de la chaleur. Sébastien était à l'arrière. Ma mère montait sur le siège conducteur de sa berline. Elle a baissé la vitre alors que je me tenais sur le porche, les chiens gémissant derrière moi. Il y a de la soupe en conserve dans le garde-manger, Julian. Nous t'appellerons quand nous serons à l'hôtel, dit-elle, puis elle remonta la vitre. J'ai regardé les feux arrière des voitures de ma famille disparaître dans la rue, rejoignant la file massive de voitures fuyant le comté. J'étais complètement seul. Je suis rentré à l'intérieur, mon cœur martelant mes côtes. J'ai verrouillé le loquet. 10 minutes plus tard, toute la maison a été plongée dans l'obscurité. Je suis allé à la cuisiner. J'ai regardé par la petite fenêtre. Les lampadaires étaient éteints. Mon père n'était pas seulement parti. Il était allé sur le côté de la maison et avait manuellement coupé le disjoncteur électrique principal pour éviter que les surtensions n'endommagent ses précieux appareils. Il a coupé le courant à son fil avant même que la tempête ne frappe.
Les 19 heures suivantes ont été une leçon magistrale de terreur. Le vent ne soufflait pas seulement. Il rugissait. Comme un train de marchandises hurlant directement au-dessus du toit. La maison gémissait, le bois bougeant et craquant sous l'immense pression. J'ai traîné les chiens et le chat dans le placard du couloir sans fenêtre au rez-de-chaussée. Je me suis assis par terre, le dos pressé contre la porte, sentant les vibrations de la tempête secouer mes os. L'eau a commencé à s'infiltrer sous la porte d'entrée. La température a chuté. Chaque fois qu'une branche d'arbre frappait le revêtement, les chiens gémissaient et je les serrais plus fort. Quelque part. Vers la 12e heure, assis dans le noir total, écoutant la destruction de ma ville, quelque chose en moi s'est brisé. Et puis il s'est reconstruit en quelque chose d'entièrement différent. Il ne s'est pas reconstruit en tristesse. Il s'est reconstruit en acier. J'ai réalisé avec une clarté absolue que je ne devais rien à ces gens. Le sang ne signifiait rien. Ils m'avaient laissé mourir. Pour protéger une télévision et un canapé en cuir. Dans le noir, entouré d'animaux effrayés, j'ai en fait souri. J'ai souri parce que l'illusion était enfin morte. J'étais libéré de la culpabilité de ne pas être un assez bon fils. Je ne pouvais pas être un fils pour des gens qui n'étaient pas des parents. 2 jours plus tard, les routes étaient suffisamment dégagées pour qu'ils reviennent. La maison avait subi des dommages au toit, et la cour était une zone sinistrée d'arbres abattus, mais la structure tenait. Ils ont franchi la porte d'entrée en se plaignant. Le trafic était un cauchemar, grogna mon père, en enjambant une flaque d'eau dans le hall. Les lits de l'hôtel étaient comme des rochers, ajouta tante Béatatrice. Ma mère est passée devant moi. J'étais debout. Dans la cuisine, épuisé, sentant le chien mouillé, ayant à peine dormi en 48 heures. Elle ne m'a pas serré dans ses bras. Elle n'a pas demandé si j'allais bien. Elle a regardé les empreintes de pattes boueuses sur le parquet et a soupiré. Julian, honnêtement, tu n'aurais pas pu garder les chiens dans le garage? Regarde ce désordre. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Je l'ai regardé. Et pour la première fois de ma vie, je n'ai absolument rien ressenti. J'ai fait mes valises pour l'université un an plus tard et je suis parti sans une larme. J'ai obtenu une énorme bourse d'études à une université de Raleigh. Il pensait s'être enfin débarrassé de l'enfant à problème, du fardeau financier. Il pensait avoir gagné. Il ne réalisait pas que je ne partais pas seulement. J'allais étudier l'immobilier, le droit immobilier et la conformité aux assurances. J'allais apprendre exactement comment démanteler leur monde, contrat par contrat. Les années après mon départ de la maison ont été un tourbillon de travail acharné et d'hyperconcentration. Je n'allais pas aux fêtes de fraternité. Je ne faisais pas de voyage de printemps à Canquin. Je suivais des doubles charges de cours. J'ai fait un stage dans une entreprise immobilière d'entreprise à forts enjeux. J'ai appris comment fonctionnaient les lois de zonage, comment exécuter des expulsions infaillibles et comment les riches protégeaient leurs actifs grâce à des fiducies et des SARL. Chaque fois que je me sentais épuisé, chaque fois que je voulais faire la grasse matinée, je me souvenais du bruit du pistolet à clous de mon père enfonçant du contreplaqué sur ma fenêtre. Ce souvenir était un carburant de première qualité. J'ai bâti une carrière très lucrative en tant qu'analyste d'évaluation des risques et directrice de la conformité pour Coastal Property. Je gagnais un salaire qui aurait fait s'étouffer mon père avec son café du matin. J'ai acheté ma propre maison. J'ai construit ma propre vie. Et j'ai pratiquement coupé tout contact avec ma famille. J'ai ignoré leur SMS de vacances. J'ai envoyé des cartes génériques pour les anniversaires. Mais je n'ai jamais perdu le contact avec grand-père Harrison. Il était incroyablement fier de moi.
Nous parlions tous les dimanches soirs, mais sa santé déclinait. L'air salin et les années le rattrapaient enfin. Quand j'avais 25 ans, j'ai reçu l'appel de son voisin. Grand-père Harrison était décédé paisiblement dans son sommeil. Les funérailles étaient un cirque organisé par ma famille. Ma mère gémissait et se jetait sur le cercueil, jouant la fille dévastée pour la ville. Mon père serrait des mains, avec un visage sombre. Sébastien consultait sa montre coûteuse, visiblement ennuyé. Je me tenais à l'arrière, vêtu d'un costume noir ajusté, regardant la performance avec un dégoût silencieux. Une semaine plus tard, j'ai reçu un appel de l'avocat de la succession de grand-père Harrison. J'étais assis dans son bureau en acajou poli, sirotant de l'eau pétillante alors qu'il me tendait un dossier épais. Votre grand-père était un homme très pragmatique, Julian, dit l'avocat. Il a mis à jour son testament il y a 3 ans. Il voulait s'assurer que ses actifs iraient à quelqu'un qui comprenait leur valeur. Il a fait glisser les documents sur le bureau. J'ai baissé les yeux. Mon grand-père ne m'avait pas seulement laissé un petit fonds universitaire ou une montre sentimentale. Il m'avait laissé toute sa succession. Et plus important encore, il m'avait laissé l'acte de propriété de la maison où mes parents vivaient depuis plus de 2 décennies. Il s'est avéré qu'Arthur et Eleanor n'avaient jamais vraiment obtenu de prêt hypothécaire. Quand j'étais enfant, ils avaient connu des difficultés financières. Grand-père Harrison a acheté la maison et les a laissés y vivre, lui payant une somme nominale. Au fil des ans, ils ont simplement cessé de payer. Grand-père, voulant garder un toit au-dessus de la tête de ses petits-enfants, ne les a jamais expulsés. Ils avaient vécu un mensonge de propriété toute ma vie. Et maintenant, l'acte portait mon nom. Julian Collins, propriétaire unique. Les appels téléphoniques ont commencé 3 heures après que l'avocat les ait informés. Mon père a hurlé, menaçant de contester le testament, criant à propos de poursuites judiciaires et d'abus envers les personnes âgées. Ma mère a laissé des messages vocaux en sanglotant, me disant que je volais leur héritage. Je n'ai pas participé à leur guerre émotionnelle. J'ai engagé Elena Maddox, l'une des avocates immobilières les plus impitoyables de Raleigh. Elena ne s'occupait pas des sentiments. Elle s'occupait des courriers certifiés. Sous ma direction, Elena a envoyé à mes parents un contrat de location formel, légalement contraignant. S'ils voulaient rester dans la maison, ils ne seraient plus propriétaires ni membres privilégiés de la famille. Ils seraient mes locataires. Le bail était brutal, mais parfaitement légal. Je leur ai facturé un loyer au prix du marché, ce qui était nettement plus élevé que les $0 auxquels ils étaient habitués. J'ai inclus une clause stricte contre les invités de longue durée, ce qui signifiait que tante Béatrice devait formellement faire ses valises et partir. J'ai institué des pénalités pour les retards de paiement. J'ai exigé un dépôt de garantie massif. Ils se sont battus, bien sûr, mais ils n'avaient aucune base légale. La maison était à moi. S'ils ne signaient pas, Elena était autorisée à engager des procédures d'expulsion immédiate. Face à l'humiliation publique d'être jetés à la rue, Arthur et Eleanor ont ravalé leur fierté démesurée et ont signé le bail. Tante Béatrice a déménagé furieusement dans un appartement bon marché de l'autre côté de la ville. Pendant 3 ans, telle a été notre dynamique. Il payait le loyer à une SARL que j'avais créée. Si le chauffe-eau tombait en panne, il devait soumettre une demande d'entretien formelle via un portail. J'ai refusé de communiquer avec eux par téléphone. Tout était par écrit. Je les avais dépouillés de leur pouvoir de me manipuler, réduisant notre relation à un commerce froid et dur. C'était glorieux, mais un léopard ne change pas ses tâches, et les gens arrogants deviennent inévitablement négligents. La 3e année du bail, les chèques de loyer ont commencé à arriver en retard.
D'abord quelques jours, puis une semaine, puis ils ont manqué un mois entier. À peu près au même moment, Sébastien a soudainement commencé à m'envoyer des SMS. Salut, frérot. Ça fait longtemps. On devrait prendre une bière. J'ai su instantanément que quelque chose n'allait pas. Sébastien ne me contactait que s'il avait besoin de quelque chose. J'ai joué le jeu, offrant des réponses brèves et non committales. Finalement, il a abandonné la comédie. Il m'a appelé un mardi. Écoute, Julien, maman et papa ont des difficultés. Le loyer les tue. La fierté de papa en prend un coup. Mais j'ai une solution. J'ai parlé à un ami dans l'immobilier. Nous avons mis de l'argent de côté. Nous pouvons t'offrir 55 000 $ en espèces tout de suite pour acheter la maison purement et simplement. Garde-la dans la famille. Aide maman. Et papa. 55 000 $. La propriété, située sur un terrain côtier de premier choix, valait facilement 6 fois ce montant. Ils essayaient de me voler sans vergogne, tout en prétendant me rendre service. Je devrais venir inspecter la propriété. Avant de prendre toute décision, je lui ai dit, gardant ma voix parfaitement neutre. Je suis descendu ce week-end-là. Je n'ai pas annoncé mon arrivée. J'ai utilisé ma clé passe-partout pour entrer dans la propriété. Au moment où j'ai franchi la porte, mon sang a bouilli. La maison était un désastre. Il n'avait pas entretenu l'aménagement paysager. Il y avait des dégâts des eaux près des plaintes. Il ne les avait jamais signalés. Mais la plus grande surprise m'attendait au 2e étage. Je suis monté et j'ai entendu la télévision hurler depuis la chambre d'amis. J'ai poussé la porte. Là, assise dans un fauteuil inclinable avec un masque facial, entouré de son désordre, se trouvait tante Béatrice. Elle s'est figée, les yeux écarquillés d'horreur. Selon le bail qu'ils avaient signé, tout occupant non autorisé vivant sur les lieux pendant plus de 3 jours constituait un motif de résiliation immédiate du bail. Tante Béatrice y vivait clairement. Ses vêtements étaient dans le placard. Ses terribles parfums jonchaient la commode. Je n'ai pas crié. J'ai sorti mon téléphone et j'ai lentement filmé la pièce, capturant son visage, le placard, l'espace de vie. Julien, a-t-elle hurlé, se levant en vitesse. Tu n'as aucun droit de faire irruption ici. J'ai tout à fait le droit d'inspecter ma propriété, Béatrice, j'ai dit calmement, arrêtant l'enregistrement. Et tu viens de me donner le dossier d'expulsion le plus facile de ma carrière. Je suis sorti, j'ai roulé directement jusqu'à un café local, et j'ai passé un coup de fil à Chloé, la directrice des acquisitions pour une entreprise hôtelière de luxe sur la côte avec laquelle j'étais en pourparlers depuis des mois. Chloé. J'ai dit quand elle a répondu, la propriété est officiellement sur le marché. Rédigeons les papiers. Je suis prêt à vendre. J'avais tante Béatrice en vidéo. J'avais un acheteur prêt à payer le prix fort. Et j'avais un père qui pensait toujours pouvoir m'intimider. Il pensait savoir comment fonctionnait le comté. J'ai juste souri parce qu'il était sur le point de découvrir que je possédais le comté maintenant. Je ne leur ai pas immédiatement dit que je vendais la maison à un acheteur institutionnel majeur. Je les ai laissés dans leur confortable et arrogante illusion pendant exactement 48 heures de plus. Je voulais qu'ils se sentent totalement en sécurité. Je voulais qu'ils croient vraiment que leur offre ridicule, insultante et dérisoire de 55 000 $ allait réellement fonctionner. Je voulais qu'ils goûtent à la victoire absolue avant de leur arracher l'assiette pour toujours. La psychologie de la destruction d'un narcissique exige de la patience. Il faut les laisser monter tout en haut d'eux. Leur propre piédestal. Pour que la chute fasse vraiment mal. Pendant ces 2 jours, je suis retourné à mon cabinet à Raleigh pour régler quelques détails concernant ma propre carrière.
J'avais récemment reçu une promotion massive au poste de directeur principal de l'évaluation des risques. Mon nouveau salaire était quelque chose que mon père aurait passé toute sa misérable vie à essayer d'atteindre. Mais l'argent ne m'intéressait pas pour me vanter. Il m'intéressait pour l'isolation épaisse et impénétrable qu'il procurait. L'argent signifiait que je pouvais engager l'avocat le plus impitoyable de l'État. L'argent signifiait que je n'aurais plus jamais à compter sur la charité de qui que ce soit. L'argent signifiait un pouvoir absolu et indéniable sur mon propre destin. 2 jours après avoir surpris tante Béatatrice se cachant comme une souris au 2e étage, j'ai formellement demandé une réunion en personne à la propriété. J'ai roulé le long de la côte un jeudi après-midi. Le ciel était d'un bleu éclatant et impitoyable, et l'air salin fouettait à travers les fenêtres fissurées de mon camion. Chaque kilomètre me rapprochant de cette ville. Mon esprit rejouait le son du pistolet à clous de toutes ces années. Mais je n'étais plus un jeune homme terrifié de 17 ans. J'étais un homme qui détenait toutes les cartes. Quand j'ai garé ma voiture dans l'allée, mon père, Arthur, a ouvert la porte avant même que j'aie eu le temps de frapper. Il portait un polo fraîchement repassé et un pantalon élégant, essayant de projeter l'image d'un patriarche prospère et bienveillant. C'était une tentative pathétique et transparente d'établir sa domination dans une maison qu'il ne possédait pas légalement. Il se tenait droit, bloquant l'entrée pendant juste une seconde de plus que nécessaire. Une tactique d'intimidation classique qu'il avait utilisée avec moi depuis que j'étais enfant. Je l'ai ignoré, le dépassant sans lui serrer la main. Ma mère, Éléanore, avait fait une tarte. L'odeur envahissante de cannelle et de pommes remplissait toute la cuisine. C'était exactement la même recette qu'elle utilisait pour les réunions de l'association des propriétaires du quartier lorsqu'elle voulait manipuler les membres du conseil pour qu'ils approuvent ces ridicules demandes d'aménagement paysager. Elle avait dressé la table de la salle à manger avec la belle vaisselle. Les assiettes qu'elle ne sortait que pour Thanksgiving ou lorsqu'elle avait besoin d'impressionner quelqu'un qu'elle détestait secrètement. C'était une pièce de théâtre soigneusement construite, et il m'avait choisi pour jouer le rôle du public crédule et désespéré. Je n'ai pas touché la tarte. Je ne me suis pas assis sur le canapé en cuir usé où mon père regardait la télévision en m'ignorant. Je suis allé directement en bout de table de la salle à manger et j'ai tiré la lourde chaise en chêne. Arthur s'est assis à ma droite, Éléanore à ma gauche, et Sébastien s'est appuyé contre le comptoir de la cuisine, essayant d'avoir l'air décontracté dans une chemise de marque qu'il ne pouvait absolument pas se permettre. Sébastien avait ce sourire suffisant et a claqué sur le visage, croyant clairement qu'il était le cerveau qui venait de sauver l'héritage familial. Julien, c'est vraiment bien de te revoir à la maison, comment ça? Arthur, sa voix reprenant ce registre tonitruant et autoritaire qu'il utilisait toujours pour intimider les gens. Nous avons examiné en détail la proposition de ton frère. 55 000 est une offre très généreuse. Compte tenu des fluctuations actuelles du marché immobilier et de la remise familiale standard, nous pouvons rédiger les documents demain, transférer les fonds et garder cette propriété dans la famille où elle appartient. Nous savons que tu veux faire ce qu'il faut pour ta mère et moi. Je l'ai regardé. Je n'ai pas cligné des yeux. J'ai laissé. Le lourd silence s'étirait jusqu'à devenir incroyablement inconfortable. Je l'ai laissé s'étirer jusqu'à ce que le tic-tac de l'horloge grand-père dans le couloir ressemble à un marteau frappant une enclume. J'ai vu une seule goutte de sueur se former près de la racine des cheveux d'Arthur et rouler lentement sur sa tempe. J'ai vu Éléanore essuyer nerveusement ses mains sur son tablier fleuri, son faux sourire commençant à trembler au coin. Il n'y aura pas de paperasse. Pour une vente à vous, Arthur, dis-je, ma voix calme, neutre et parfaitement stable. Je ne l'ai pas appelé papa. Je ne l'avais pas appelé papa depuis près d'une décennie.
La propriété est officiellement sous contrat avec un acheteur institutionnel. Une directrice des acquisitions nommée Chloé représente une entreprise hôtelière de luxe basée à New York. Ils achètent le terrain et la structure pour développer un complexe haut de gamme résistant aux tempêtes. L'affaire entre dans les dernières étapes de la séquestre et les fonds sont déjà sur un compte bloqué. Eleanor a laissé tomber sa tasse de café en céramique. Elle s'est brisée spectaculairement sur le sol en linoléum, éclaboussant un liquide sombre et brûlant sur ses chaussures coûteuses et le bas des armoires. « Tu ne peux pas faire ça !» cria-t-elle, sa persona douce et maternelle disparaissant en une fraction de seconde, remplacée par une panique purée. Venimeuse. C'est notre maison. C'est notre héritage. Tu voles ta propre famille. Tu es un garçon terrible et égoïste. Je liquide un actif, je l'ai corrigé, sortant un dossier manille immaculé de mon attaché-caisse en cuir et le faisant glisser sur le bois poli de la table. Et vous avez complètement annulé votre bail. Selon la section 4, paragraphe 2 de l'accord que vous avez signé il y a 3 ans, les occupants non autorisés à long terme sont strictement interdits. J'ai des preuves vidéo horodatées de Béatatrice vivant dans la chambre d'amis à l'étage. J'ai également les relevés bancaires certifiés, montrant que votre loyer est actuellement en retard de 45 jours. L'acheteur institutionnel veut que la propriété soit complètement vide avant la clôture de l'entiercement le mois prochain. Vous avez un préavis formel de 30 jours pour quitter les lieux. Sébastien a repoussé le comptoir, son visage est devenu rouge vif, les veines de son cou ont gonflé. Tu es un monstre, Julien. Tu jettes tes propres parents âgés à la rue pour un chèque d'entreprise. J'ai un ami dans l'immobilier, Marcus. Marcus dit que ce que tu fais frôle l'illégalité. Tu ne peux pas simplement expulser des personnes âgées sans motif. Nous allons te coller un procès si vite que ta tête va tourner. Marcus est un idiot qui n'a clairement pas réussi son examen de courtier du premier coup, j'ai répondu, me levant et boutonnant lentement ma veste de costume. Je n'expulse pas des personnes âgées sans motif. Je résilie un contrat légalement rompu avec des locataires défaillants qui m'ont menti. Vous avez violé les termes. Vous avez 30 jours. Je vous suggère fortement de commencer à faire vos cartons aujourd'hui. Je suis sorti de la maison sans regarder en arrière, ignorant le son d'Eleanor, qui sanglotait bruyamment dans la cuisine et d'Arthur qui criait mon nom depuis le porche. Je pensais que ce serait la fin. Je supposais qu'ils réaliseraient qu'ils étaient largement dépassés, ravaleraient leur fierté et chercheraient tranquillement un appartement bon marché à l'intérieur des terres. Je me suis incroyablement trompé. Les personnes désespérées n'agissent pas logiquement. Elles agissent avec malice. Elles se battent salement, surtout lorsque toute leur position sociale est en jeu. Dans les 24 heures suivant cette réunion, ma mère a lancé une campagne de dénigrement agressive à l'échelle du quartier. Elle est allée de porte en porte, pleurant sur les porches des gens qu'elle connaissait depuis 20 ans. Elle a dit à Madame Gable, la douce veuve âgée d'à côté, que j'étais impliqué dans une vaste fraude immobilière. Elle a affirmé que j'avais impitoyablement manipulé grand-père Harrison sur son lit de mort, le forçant à réécrire les documents d'héritage pour leur voler la maison. Elle a dit à quiconque voulait l'écouter que j'étais un requin d'entreprise. Impitoyable, essayant de raser un quartier historique et paisible juste pour construire un complexe commercial bruyant et minable. Mon père a décidé de jouer sa propre carte, s'appuyant sur ses vieilles relations de club de garçons. Il a contacté le détective et, un ancien compagnon de beuverie du poste de police local, et a eu l'audace inouïe d'appeler mon téléphone portable le lendemain matin, essayant d'utiliser le poids de son insigne pour m'intimider afin que je retire l'expulsion. Il a fortement insinué que forcer mes parents à partir pourrait être interprété comme un abus envers les personnes âgées en vertu de la loi de l'État, et qu'il pourrait devoir ouvrir une enquête criminelle officielle si je ne reculais pas et ne vendais pas la maison à Arthur. Détective. J'ai dit,
mettant son appel sur haut-parleur dans mon bureau pendant que je révisais calmement une feuille de calcul. Si vous souhaitez ouvrir une enquête criminelle officielle, je l'accueille à bras ouverts. Je transmettrai immédiatement à mon avocat l'accord de location signé, la preuve vidéo de la violation du bail, les dossiers financiers certifiés de leur défaut de paiement, et une plainte formelle détaillée concernant un officier de police utilisant sa position gouvernementale pour harceler un citoyen privé dans un litige immobilier civil. Dois-je copier votre capitaine de circonscription et le bureau des affaires internes sur cet email ou préférez-vous que je l'envoie directement au bureau du maire? Il a balbutié, a raccroché le téléphone immédiatement et n'a jamais rappelé. Les brutes cèdent toujours dès que vous leur montrez que vous savez exactement comment le système fonctionne. Mais la vraie menace, la menace authentique, ne venait pas de la police locale. Elle venait du conseil de zonage et des permis de la ville. Parce que l'entreprise de Chloé transformait la propriété résidentielle en un complexe commercial, nous avions besoin d'un permis de dérogation de zonage à usage spécial du conseil municipal. La ville d'Oak-Haven était incroyablement démodée, profondément isolée et très résistante au changement commercial. Si la communauté s'opposait suffisamment, le conseil pouvait facilement refuser le permis, tuant ainsi ma vente de plusieurs millions de dollars et me laissant bloqué avec la propriété. Mes parents le savaient. C'était leur atout. Ils ont rallié tout le quartier. Ils ont imprimé des tracts agressifs. Ils ont transformé mon traumatisme d'enfance en spectacle public, se présentant comme les victimes innocentées aimantes d'un fils avide et ingrat qui ne se souciait que de son salaire et de ses maîtres corporatifs. Ils tendaient un piège massif entièrement basé sur la sympathie publique, espérant m'humilier publiquement pour me soumettre. L'audience de permis a été programmée pour un mardi soir au centre communautaire principal. Je suis arrivé tôt avec mon avocate, Elena Maddox. Elena portait un costume anthracite élégant et un attaché-caisse en cuir qui coûtait plus cher que les voitures de mes parents. C'était une arme forgée dans les litiges d'entreprise à forts enjeux. Elle ne traitait pas les émotions, les larmes ou les drames familiaux. Elle traitait les faits incontestables et les contrats en béton. La salle était bondée à l'extrême. La moitié du quartier s'était présenté, mobilisé par les faux pleurs d'Éléanore et les mensonges incessants d'Arthur. J'ai vu Madame Gable me dévisager depuis la deuxième rangée, serrant son sac à main contre sa poitrine comme si j'allais le voler. J'ai vu Sébastien assis avec son ami Marcus, chuchotant et me montrant du doigt comme si j'étais un criminel en procès. Mes parents étaient assis au premier rang, se tenant la main, ressemblant à des martyrs tragiques affrontant bravement la guillotine. Ils pensaient m'avoir parfaitement acculé. Ils pensaient que le poids écrasant de l'opinion publique briserait ma résolution et me forcerait à me rendre. Ils n'avaient absolument aucune idée que j'avais passé la dernière décennie de ma vie à collecter chaque reçu. La réunion de permis de la ville a été ouverte par Monsieur Vance, le chef du conseil de zonage. C'était un homme sévère et direct qui avait siégé au conseil pendant 15 ans et qui dirigeait une entreprise réputée pour sa rigueur. Le centre communautaire sentait la vieille cire à parquet, le café rassis et la sueur nerveuse de 50 voisins en colère. Les lumières fluorescentes bourdonnaient doucement au-dessus, projetant des ombres dures dans la pièce. Nous sommes ici ce soir pour discuter de la demande de dérogation de zonage commercial pour la propriété située au 412 Pélican Way, annonça M. Vance, ajustant ses lunettes de lecture et regardant la salle bondée étendue. La parole est maintenant ouverte aux commentaires du public. Je comprends qu'il y a une opposition communautaire significative à ce projet commercial. Ma mère se leva instantanément. Elle portait un cardigan bleu pâle modeste et une jupe simple. C'était un choix de garde-robe très délibéré, conçu pour la faire paraître frêle, financièrement démunie et totalement inoffensive. Elle marcha
lentement vers le microphone au centre de l'allée, les mains tremblantes alors. Qu'elle agrippait le support. C'était une performance digne d'un Oscar d'une mère éplorée et désespérée. Monsieur Vance, membre de l'estimé conseil. Commença Eleanor, sa voix se brisant parfaitement sur la première syllabe. Résonnant à travers les haut-parleurs. Mon mari et moi avons vécu dans cette maison pendant plus de 20 ans. Nous y avons élevé nos 2 garçons. Nous avons versé nos cœurs, nos âmes et nos économies dans cette propriété. Mais mon plus jeune fils, Julian, a changé lorsqu'il a déménagé dans la grande ville. Il est devenu profondément obsédé par l'argent. Il a impitoyablement manipulé son grand-père mourant pour nous voler notre maison par le biais d'un document d'héritage frauduleux. Et maintenant, il veut démolir notre magnifique héritage familial pour construire un hôtel d'entreprise. Il nous expulse. Il jette sa propre mère et son propre père à la rue juste pour s'en mettre plein les poches. Je vous en supplie, n'approuvez pas ce permis. Protégez notre quartier tranquille de cette terrible cupidité. Un lourd murmure collectif de sympathie ondula à travers la foule. Madame Gable essuya visiblement une larme de son œil. Avec un mouchoir. Arthur hocha solennellement la tête depuis le premier rang, jouant le rôle du père stoïque et blessé qui avait tout fait correctement. Sébastien me regarda par-dessus son épaule avec un sourire suffisant et victorieux, entièrement convaincu qu'il venait de gagner la guerre et de détruire ma réputation pour toujours. Monsieur Vance me regarda depuis son bureau en bois surélevé, son expression sévère. Monsieur Collins, vous êtes le propriétaire légal enregistré de la propriété. Avez-vous une réponse formelle à ces allégations très graves de votre mère? Je me suis levé lentement. J'ai boutonné ma veste de costume ajustée. Je n'avais pas l'air en colère. Je n'avais pas l'air sur la défensive. J'avais l'air complètement ennuyé comme si j'assistais à un séminaire d'entreprise obligatoire. Je me suis dirigé calmement vers le microphone et Elena s'est placée juste à côté de moi, posant une énorme pile de documents parfaitement organisés sur le pupitre en bois. Le bruit sourd du papier résonna dans la pièce silencieuse. Merci, monsieur Vance, j'ai dit. Ma voix projetant clairement, calmement, et avec une autorité absolue à travers la salle. Ma mère raconte une histoire très convaincante, très émouvante. C'est une terrible honte que presque rien de tout cela ne soit légalement ou factuellement exact. Commençons par le concept de base de la propriété. J'ai fait signe à Elena, qui s'est avancée et a remis une pile de copies certifiées et notariées directement aux membres du conseil. Mes parents n'étaient pas propriétaires de cette maison. Ils ne l'ont jamais été. Elle appartenait entièrement à mon grand-père, Harrison Collins. Pendant 20 ans, mes parents y ont vécu pratiquement sans loyer, entièrement subventionnés par son immense générosité. À sa mort, la propriété m'a été léguée uniquement et légalement. Les documents que vous tenez entre vos mains en ce moment sont l'acte de propriété certifié et le contrat de location légalement contraignant que mes parents ont volontairement signé il y a 3 ans. Ils ne sont pas des propriétaires délogés. Ce sont des locataires. Les murmures dans la pièce ont immédiatement changé. La sympathie a commencé à se fissurer et à se briser alors que les voisins se regardaient, réalisant lentement qu'on leur avait menti. De plus, j'ai continué, projetant ma voix jusqu'au fond de la pièce pour que Sébastien puisse entendre chaque mot. Je ne les expulse pas par cupidité. Je résilie leur bail parce qu'ils sont en grave rupture de contrat documenté. Ils ont 45 jours de retard de loyer et ils hébergent activement une résidente non autorisée à long terme, ma tante Béatrice. J'ai sorti mon téléphone, les connecté au vidéoprojecteur numérique que le conseil utilisait pour afficher les plans architecturaux, et j'ai appuyé sur lecture. La vidéo de tante Béatrice, assise dans la chambre à l'étage, entourée de ses innombrables boîtes d'affaires, de vêtements et de produits cosmétiques en désordre, a été diffusée.
sur l'écran géant en haute définition pour que toute la ville puisse la voir. C'est une violation claire et indéniable de la section 4 de leur bail signé. J'ai déclaré, en désignant l'écran. Arthur a bondi, son visage prenant une dangereuse teinte violette de rage absolue. C'est une affaire de famille privée. Tu n'as absolument aucun droit de nous humilier en public comme ça. Tu es un fils terrible et ingrat. Et vous êtes un locataire terrible et défaillant. Arthur, j'ai riposté, ma voix abandonnant soudain le vernis corporatif poli. Traversant la pièce comme un scalpel froid et tranchant. Je me suis détourné d'eux. Lui et j'ai fait face aux membres du conseil. Mes parents se sont tenus ici et ont affirmé que j'étais impitoyable. Ils ont frappé à toutes vos portes, affirmant que j'étais un monstre pour ne pas les protéger dans leur vieillesse. Alors, parlons du concept de protection. J'ai fouillé dans la mallette en cuir d'Elena et j'en ai sorti un document plastifié. Ce n'était pas un formulaire immobilier. C'était un rapport météorologique imprimé du service météorologique national, avec des images radar. Il y a 11 ans, l'ouragan Isabella a frappé cette côte exacte. C'était une tempête dévastatrice de catégorie 4. Une évacuation obligatoire a été légalement ordonnée pour tout ce comté. J'ai brandi le rapport pour que tout le monde dans la pièce puisse voir les graphiques météorologiques sévères. J'avais 17 ans. Ma famille a fait ses valises, a chargé ses voitures et est partie dans un hôtel sûr et confortable à 3 comtés de distance. Je fis une pause. La pièce devint complètement terrifiante de silence. On aurait entendu une mouche voler. J'ai croisé le regard de ma mère. Son visage avait perdu toute couleur. Elle semblait sur le point d'être physiquement malade. Elle serra le bord de sa chaise si fort que ses jointures blanchirent. Ils m'ont laissé là, dis-je, ma voix résonnant sur les murs de briques du centre communautaire. Ma mère a pris la dernière voiture disponible et m'a explicitement dit que quelqu'un devait rester et surveiller les meubles pour que les pillards ne pénètrent pas. Mon père, l'homme qui se tient là et joue le rôle de la victime ultime, a pris un pistolet à clous, a placé une feuille de contreplaqué lourde sur la fenêtre de ma chambre et l'a clouée de l'extérieur. Il m'a dit que c'était pour que je n'ai pas d'idée de partir. Puis il est allé sur le côté de la maison et a manuellement coupé le disjoncteur électrique principal, me laissant dans le noir total avant même que la pluie ne commence. Quelqu'un au 3e rang halta bruyamment. Madame Gable couvrit sa bouche des 2 mains, regardant Eleanor avec une horreur absolue et sans mélange. Je suis resté dans un placard de couloir sans fenêtre pendant 19 heures d'affilée avec nos 3 animaux de compagnie pendant qu'un ouragan de catégorie 4 arrachait les bardeaux du toit et déracinait les arbres. J'ai cru que j'allais mourir. J'avais 17 ans. Et quand ils sont finalement revenus 2 jours plus tard, ma mère ne m'a pas serré dans ses bras. Elle n'a pas demandé si j'allais bien. Elle s'est plainte des traces de pâte boueuse sur le parquet. J'ai regardé directement Monsieur Vance. Sa mâchoire était serrée. Ses yeux étaient écarquillés de choc. Alors, quand mes parents se tiennent à se microphoner, vous disent que je détruis le bel héritage familial, vous devez comprendre ce qu'est réellement cet héritage. Je ne démolis pas un foyer aimant. Je liquide une scène de crime. Je vends la propriété à une entreprise très réputée qui installera des fenêtres résistantes aux tempêtes, renforcera les fondations avec de l'acier et protégera réellement les gens qui s'y trouvent. Chose que mes parents n'ont jamais pris la peine de faire pour leur propre fils. Arthur ouvrit la bouche pour parler, pour se défendre, pour inventer un autre mensonge. Élaboré, mais absolument rien ne sortit. La voix tonitruante et terrifiante du patriarche avait complètement disparu. Il regarda autour de la pièce, cherchant désespérément un allié, mais personne ne le regardait plus avec sympathie. Il le regardait avec un dégoût absolu et sans filtre. Même Sébastien fixait ses chaussures. Monsieur Vance s'éclaircit la gorge,
mélangeant les papiers sur son bureau. Avec des mains tremblantes. Le conseil a examiné en détail les plans architecturaux fournis par l'entreprise de complexe hôtelier de Chloé. Ils répondent à toutes les réglementations de sécurité, aux normes environnementales et aux exigences de zonage commercial. Compte tenu des clarifications factuelles fournies ici ce soir, le Conseil approuva. L'unanimité le permis de dérogation commerciale. Le lourd marteau de bois frappa le bloc de résonance avec un claquement net et définitif. C'était fini. Faisons une pause un instant. Merci d'être resté avec moi jusqu'ici. Vous êtes vraiment incroyable. S'il vous plaît, aidez-moi en aimant la vidéo et en commentant le chiffre ainsi dessous pour que je sache que vous avez été là avec moi jusqu'à ce point. Cela aide non seulement plus de gens à découvrir cette histoire, mais me fait également savoir que mes expériences signifient quelque chose pour quelqu'un. Votre soutien est la plus grande motivation pour moi de continuer à partager le reste de ce voyage. Les retombées de la réunion municipale ont été rapides, brutales et absolument totales. L'image sociale, soigneusement élaborée de ma mère, bâtie sur 2 décennies de vente de pâtisserie et de faux sourires, a été incinérée du jour au lendemain. Les voisins qui lui avaient préparé des plats, l'avaient invité à des clubs de lecture et avaient écouté ses histoires larmoyantes traverser maintenant la rue pour éviter de passer devant elle. Madame Gable a même engagé un homme à tout faire pour installer un panneau interdit d'entrée très visible sur sa pelouse, faisant face à la propriété de mes parents. Ils sont devenus des parias totaux dans la ville qu'ils avaient essayé de gouverner. L'avis d'expulsion de 30 jours n'était plus seulement une menace légale planant au-dessus de leur tête. C'était un compte à rebours terrifiant jusqu'à leur exil social complet. Chaque jour où ils restaient dans cette maison, ils devaient endurer les regards perçants des gens qui savaient maintenant exactement quel genre de monstres ils étaient vraiment. Je n'ai pas géré le processus de déménagement moi-même. J'ai payé une somme importante à une société de gestion immobilière tierce pour superviser la transition, m'assurant de ne pas avoir à regarder leur visage ni à écouter leurs excuses pathétiques. Le 29e jour, ils ont emballé leur dignité restante dans un camion de déménagement bon marché loué et ont déménagé dans un appartement exigu de 2 chambres à 40 miles à l'intérieur des terres, loin de la société côtière qu'ils avaient tenté de dominer. Mais la révélation la plus satisfaisante et la plus époustouflante ne vint pas de mes parents. Elle vint de Sébastien. Environ 6 mois après la finalisation de la vente de la maison, la séquestre d'entreprise était officiellement close et les millions de dollars étaient en sécurité sur mes comptes d'investissement diversifiés. J'ai reçu un appel téléphonique inattendu. Julien, dit Marcus, sa voix nerveuse et hésitante au téléphone. Je voulais juste t'appeler et mettre les choses au clair entre nous. Je jure que je ne savais vraiment pas toute l'histoire avec tes parents et cet ouragan, mais tu dois savoir pourquoi Sébastien insistait si incroyablement pour acheter la maison pour 55 000 $. Je suppose que c'était pour la revendre sur le marché et garder l'énorme profit pour lui. Répondis-je, sirotant un verre de bourbon coûteux dans mon appartement du centre-ville, regardant la skyline de la ville. Pire, Marcus ricana sombrement. Sébastien est complètement noyé dans les dettes. Toute sa vie est un mensonge total. Il y a environ 1 an, il voulait faire le beau. Il a contracté un énorme prêt à taux d'intérêt élevé pour financer une toute nouvelle Porsche 911. Il l'utilisait pour faire le malin sur les réseaux sociaux, essayant d'attirer des clients fortunés pour une fausse entreprise de conseil qu'il avait démarré. L'entreprise s'est effondrée presque immédiatement. Le prêt a explosé. Sa femme a demandé le divorce parce qu'ils avaient vidé leurs économies communes, y compris le fonds universitaire de leur enfant, juste pour payer le crédit auto. Il a perdu la garde de ses enfants. Il était à quelques jours de la saisie de sa Porsche et d'une faillite personnelle totale. Il avait besoin de cette maison pour se tirer d'affaire d'un prêt de
Voiture de sport. Il pensait pouvoir voler ton héritage, en fait, en volant ta maison. J'ai éclaté de rire. C'était un rire profond, sincèrement amusé, qui résonnait dans mon appartement vide. L'enfant prodige, le garçon qui était toujours meilleur, plus intelligent et plus méritant que moi. Il avait orchestré tout le récit et gardons-le dans la famille, non pas par amour pour nos parents. Non pas pour leur offrir un foyer stable, mais parce qu'il essayait désespérément de garder une voiture de sport de luxe garée dans son allée. Pour maintenir sa fausse persona riche. Lorsque mes parents n'ont pas pu acheter la maison, le château de cartes financier de Sébastien s'est complètement effondré. La banque a saisi la Porsche sur le parking de son bureau en plein jour pendant que tous ses collègues regardaient. Son crédit était complètement détruit. Le divorce a été prononcé, le laissant absolument sans rien. Le garçon en or a été réduit à prendre le bus de ville pour un poste de vendeur de niveau intermédiaire, se noyant dans les misérables conséquences de sa propre vanité, de son vol et de son avidité. Et cela nous ramène à ce matin. Les 53 appels manqués. La santé de mon père avait légèrement décliné et la dure réalité de leur appartement exigu à l'intérieur des terres finissait par briser leur morale. Ils avaient appris par ouï dire l'énorme somme que j'avais reçue du rachat par l'entreprise. Ils n'appelaient pas pour s'excuser parce qu'ils m'aimaient. Ils n'appelaient pas pour faire amende honorable de m'avoir laissé dans la tempête. Ils appelaient parce que le filet de sécurité avait disparu. L'enfant prodige était fauché et prenait le bus et il voulait désespérément accéder à mon compte bancaire. S'il te plaît, arrête. Ne fais pas ça. Nous pouvons arranger ça. Mon père avait envoyé un SMS à 7h30. Nous avons eu tort. S'il te plaît, pardonne-nous. Nous n'avons plus rien. Ma mère avait pleuré dans ses messages vocaux. J'ai pris mon téléphone sur le comptoir de la cuisine. J'ai regardé les notifications. Je ne les ai pas bloquées immédiatement. D'abord, j'ai tapé un seul message précis et je l'ai envoyé à une discussion de groupe contenant Arthur, Éléanore et Sébastien. Quand j'avais 17 ans, vous m'avez enfermé dans une maison pour affronter un ouragan de catégorie 4 parce que vous valorisiez vos meubles plus que ma vie. Vous avez passé la décennie suivante à mentir à ce sujet pour protéger votre réputation. Vous avez volé grand-père Harrison. Vous avez volé le fonds universitaire des propres enfants de Sébastien. Vous n'êtes pas désolé pour ce que vous avez fait. Vous êtes seulement désolé que j'ai enfin le pouvoir de vous tenir responsable et que le monde sache exactement ce que vous êtes. Ne me contactez plus jamais. Si vous le faites, mon avocat déposera une ordonnance restrictive et une plainte pour harcèlement avant la fin de la journée. J'ai appuyé sur envoyer. Puis j'ai bloqué de manière permanente tous leurs numéros. Le silence qui a suivi était le son le plus beau, le plus lourd, le plus satisfaisant que j'ai jamais entendu de ma vie. La vengeance est une chose très étrange. Les gens pensent qu'elle est censée être chaude et explosive, comme une scène de film dramatique avec des cris et des vitres brisées. Mais la vraie vengeance, efficace, est froide. Elle est profondément méthodique. Elle repose sur la paperasse, la patience, le silence absolu, et le fait de laisser vos ennemis se détruire eux-mêmes. Et une fois qu'elle est terminée, elle laisse un immense vide dans votre vie là où la colère a vécu pendant tant d'années. J'avais réussi à démanteler les personnes qui m'avaient brisé. J'avais sécurisé mon avenir financier au-delà de tout ce que j'avais jamais imaginé, assis sur un énorme gain immobilier. Mais je ne voulais pas devenir comme eux. J'ai refusé de devenir obsédé par l'accumulation de richesses et de statut, d'acheter une Porsche juste pour impressionner des étrangers. Je devais faire quelque chose avec l'argent qui avait vraiment de l'importance, quelque chose dont grand-père Harrison aurait été vraiment fier. J'ai pris une partie significative des millions que j'ai gagnés grâce à la vente
de la propriété et j'ai créé une fiducie caritative formelle. Je l'ai nommée Fonds d'urgence Harrison. J'ai établi des partenariats avec des refuges pour animaux locaux et des organisations régionales de protection de l'enfance à travers l'État. Le fonds avait un mandat légal très spécifique et inaliénable. Il fournissait des subventions financières rapides aux familles à faible revenu, pour qu'elles puissent obtenir des hébergements hôteliers acceptant les animaux, pendant les évacuations obligatoires en cas d'ouragan. Il finançait également des équipes spécialisées d'intervention en cas de catastrophe qui évacuaient les animaux laissés derrière dans les zones de tempête. Je me suis absolument assuré qu'aucun enfant de mon comté n'aurait jamais à choisir entre sa propre sécurité et la vie des animaux qu'il aimait. Je me suis assuré qu'aucun animal ne serait jamais laissé dans une maison sombre et barricadée pour affronter le vent, hurlant seul. C'étaient les funérailles de mon traumatisme, enterrant le passé douloureux en construisant un avenir plus sûr et meilleur pour les autres. 1 an plus tard, Chloé m'a invité à la grande ouverture du complexe côtier. Il avait complètement transformé la propriété. Le vieux bois pourri avait disparu, remplacé par une architecture élégante et moderne renforcée d'acier de qualité ouragan et de verre incassable. C'était magnifique. C'était invincible. Je me tenais sur la terrasse arrière du nouveau complexe, regardant l'océan infini. Les vagues se brisaient sur le rivage, rythmiques et éternelles. J'ai pris une profonde inspiration de l'air salin. Pour la première fois de ma vie, debout sur cette parcelle de terrain exact, je n'ai pas senti une ombre sombre planer sur moi. Je n'ai pas senti le fantôme d'un garçon terrifié de 17 ans frissonner dans un placard de couloir, attendant que le toit s'effondre. J'ai juste ressenti une paix profonde et inébranlable. J'ai appris une vérité très dure et angoissante à travers tout cela. Le sang ne fait pas une famille. La génétique n'est qu'une coïncidence biologique aléatoire. La famille est définie par ceux qui vous protègent réellement lorsque la tempête arrive. La famille, ce sont les personnes qui vous tirent dans la voiture, pas celles qui barricadent votre fenêtre, coupent le courant et s'en vont. La société nous pousse constamment à pardonner aux parents toxiques. Ils lancent des phrases comme « mais ce sont ta mère et ton père ». Comme si la biologie était un passe-droit pour l'abus psychologique et la négligence potentiellement mortelle. Ce n'est pas le cas. Vous ne devez pas pardonner à vos bourreaux simplement parce que vous partagez le même nom de famille. Vous ne leur devez pas une place à votre table quand ils ont passé toute votre enfance à vous priver d'affection et de sécurité. J'ai vu des amis traverser des divorces horribles, des batailles de gardes terribles et des drames familiaux bidons. Et la leçon est toujours exactement la même. Protégez votre paix à tout prix. Fixer des limites n'est pas cruel. Faire appliquer les conséquences par un avocat n'est pas vindicatif. C'est la forme la plus absolue de respect de soi. J'ai dû devenir mon propre protecteur parce que les personnes assignées à ce travail ont complètement abandonné leur poste quand j'en avais le plus besoin. Et ce faisant, j'ai construit une vie qu'ils ne pourraient jamais toucher. Merci beaucoup d'avoir écouté mon histoire aujourd'hui. Je sais que c'était incroyablement lourd, mais je sais aussi qu'il y a quelqu'un là-bas qui regarde ça et qui a désespérément besoin de l'entendre. Quelqu'un qui est actuellement manipulé par les personnes censées l'aimer. Retenez ceci. Vous n'êtes pas un bouclier humain pour l'ego de quelqu'un d'autre. Vous n'êtes pas un garde de sécurité pour leur meuble. Vous avez le droit de partir. Vous avez le droit de construire votre propre empire, de changer les serrures et de fermer les lourdes portes de fer. Avez-vous déjà fait face à quelque chose de similaire avec votre propre famille? Avez-vous déjà dû couper les ponts pour vous sauver? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne pas manquer la prochaine aventure. Restez fort. Protégez votre paix. Je vous retrouverai dans le prochain.